Voici la sixième et dernière vidéo du chapitre 0 de mécanique des fluides, qui traite de statique. Dans la partie grand 4, on a reparlé de la relation fondamentale de la statique. On est donc tombé sur cette équation aux dérivées partielles. On l'a résolu dans le cas, d'un fluide incompressible et homogène, un liquide monophasé, dans la partie 5. Et on l'applique, c'est le dernier cas, à un fluide compressible, bon, c'est-à-dire tout simplement un gaz. Et l'exemple au programme à traiter, c'est l'air atmosphérique. Voilà. Dans l'atmosphère terrestre, on va supposer le référentiel terrestre galiléen, lorsqu'on va étudier justement le profil de pression de l'air atmosphérique. Bon, ça n'est pas idiot. Pourquoi on va voir justement le caractère non galiléen du référentiel terrestre pour ce qui est de la force axifuge, hein, la force d'inertie d'entraînement due à la rotation du référentiel, de la Terre sur elle-même, hein, dans le référentiel géocentrique. Eh bien, elle est contenue dans la pesanteur, hein, disons, voilà, la pesanteur et la gravitation, ça n'est pas tout à fait la même chose, mais numériquement, bon voilà, ça reste quand même très très faible comme influence. Et puis la force de Coriolis ici est nulle, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à l'air au repos. D'accord. Donc tant que l'air est au repos dans le référentiel terrestre, à la vitesse relative, hein, dans R2 si vous voulez, dans ce référentiel non galiléen qu'est le référentiel terrestre, quand la vitesse du système est nulle, il n'y a pas de force de Coriolis. Donc voilà, c'est pas idiot ici de modéliser le référentiel terrestre comme galiléen quand on étudie l'atmosphère en statique. Alors, quel modèle d'atmosphère on va se donner? C'est-à-dire quelque part quel modèle de gaz on va se donner? Ben, évidemment, on va se donner le modèle qu'on connaît mieux, hein, enfin qu'on connaît pour décrire les gaz. Le modèle plus simple, c'est le modèle de gaz parfait. Donc on va utiliser l'équation d'état PV égale nRT. Vous vous rappelez que pour les liquides monophasés, pour les fluides incompressibles et homogènes, l'équation d'état c'était V égale constante. Ici, c'est-à-dire V indépendant de la pression, de la température, etc. Ici, ce sera PV égale nRT, et le problème, c'est que dans cette équation d'état, on ajoute la température, on fait intervenir la température. Et donc, par contre, on ne connaît pas la température de l'atmosphère. Hein, alors, dans la réalité, on a, lorsqu'on s'élève à partir du sol, on a une décroissance de la température qui est de 6-7 degrés par kilomètre. Ça, c'est quelque chose d'assez stable. Euh, tout simplement, on va négliger cette variation de température avec l'altitude, qui n'est pas complètement négligeable, mais si vous regardez, on part de 300 Kelvin, voilà, 6 Kelvin sur 1 km, sachant que l'atmosphère est à 90% de sa masse contenue entre 0 et 10 km d'altitude, voilà, ça fait 60 Kelvin entre le sol et le sommet de la troposphère. Vous regardez 60 par rapport à 300, 6 sur 30 à 5e, ça fait 20% de variation de la température. Donc finalement, voilà, ça revient ici à faire une approximation à 20% sur la température. C'est pas complètement voilà, idiot de faire cette hypothèse. Bon, j'anticipe un petit peu, enfin, j'anticipe, non. En fait, on va tomber donc sur un profil exponentiel, hein, dans le cadre de l'atmosphère isotherme, vous l'avez fait l'année passée. Un mot quand même sur les mesures de l'atmosphère, enfin, les mesures usuelles, hein, l'atmosphère typique. Si vous voulez, quand vous comparez le profil de pression en fonction de l'altitude d'une atmosphère réaliste et puis de l'atmosphère isotherme, c'est très 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 proche. D'accord. Dans les 10 premiers kilomètres, ça c'est très très proche. Donc le modèle d'atmosphère isotherme n'est pas complètement idiot et surtout montre que la répartition de la pression avec l'altitude dans l'atmosphère réelle est essentiellement due à un phénomène mécanique, hein, qu'on est en train d'étudier en statique des fluides. L'aspect thermodynamique, si vous voulez, associé à la température, voilà, est secondaire pour expliquer le profil de pression dans l'atmosphère. Bien, alors, bon, l'air n'est pas un gaz pur, hein, on a un mélange essentiellement de diazote à 80% et de dioxygène. C'est des pourcentages en nombre de molécules, hein, en quantité de matière, pas en masse, par exemple, voilà. Et donc, on va simplement calculer, on peut considérer, hein, l'air comme un gaz parfait pur, si vous voulez,
de masse molaire qui serait la moyenne des masses molaires du diazote et du dioxygène. Donc, première question, je vous invite à faire ça tout seul. Calculer la masse molaire M de l'air ainsi modélisée. Allons-y. Donc, la masse molaire de l'air, ici, ça va être, bon, on va faire la moyenne, hein, donc 80% de la masse molaire de diazote et 20% de la masse molaire du dioxygène. Vous vous rappelez que le numéro atomique de l'azote, c'est 7, donc son nombre de masses, hein, vous savez que pour les éléments légers, on a à peu près autant de neutrons que de protons, et donc le nombre de masses c'est 14, c'est le double. Et vous savez que le nombre de masses en général vous donne, à l'effet des isotopes près, ça vous donne la masse molaire. Donc c'est 14 grammes par mol pour l'azote, mais pour le diazote, puisqu'on a deux atomes, ça va être 28 grammes par mol. Ok. Bon, c'est pas des chimistes comme vous que je vais apprendre ça. Pour l'oxygène, ben, c'est Z égale 8, et on tombe évidemment sur une masse molaire de 32 grammes par mol. Donc allons-y. Et on tombe sur 28,8 grammes par mol. Alors, bon, là, disons que je me suis donné deux chiffres significatifs pour les masses molaires du diazote et du dioxygène. Donc si je veux respecter cela jusqu'au bout, je vais écrire 29 comme ça pour l'air. Ok, bon, 30 en gros, hein, c'est-à-dire que si je fais des applications numériques à la main, vite fait, je prendrais plutôt 30 que 29. Ok. Deuxième question, écrire l'équation d'état en fonction de la masse volumique. Effectivement, vous avez vu qu'on utilisait la masse volumique plutôt que le volume. Donc, allons-y, faisons ça. Donc, vous savez que on a donc PV égale nRT. Bon, l'idée c'est de faire apparaître la masse volumique. Bon, on fait apparaître la masse, là, ici, dans le terme de quantité de matière. Vous savez que ça va être M sur grand M. Bon, c'est l'air, donc je fais ça comme ça. Je vérifie les unités, hein, j'ai des kilogrammes, et là j'ai des kilogrammes par mol, donc ça va me donner des mols, c'est bon. Et puis ici, évidemment, en divisant par M, par V, pardon, voilà, j'obtiens un ρ qui vaut P fois la masse molaire sur RT. Ok. Bon, je vais mettre un petit T0, puisqu'on a dit qu'on se donnait un modèle isotherme. T0, c'est la température de l'air à toute altitude. Une fois qu'on s'est donné ce modèle d'atmosphère, on a précisé un petit peu les choses. Bon, maintenant qu'on a ρ en fonction de P, c'est ce qu'on voulait, hein, on peut réinjecter ça dans la relation de la statique des fluides, et puis on tombe sur une équation différentielle vérifiée par une seule inconnue, un seul champ inconnu, le champ de pression. On va la résoudre et montrer que P de Z est exponentielle. Dans cette exponentielle, on va pouvoir faire apparaître une altitude caractéristique, d'accord, dont on va donner une application numérique, et puis on s'amusera aussi à donner le profil vertical de masse volumique. Voilà. Allons-y. Donc, les quadifs déjà. Alors, on est à quelle partie là? C'est 6.2. Alors, donc, quand on a un axe Z vers le haut, comme ceci, et puis on a le sol ici à Z égale 0, il est un peu penché, mais voilà. On était tombé sur dP sur dZ plus ρ de G égale 0. Ça, c'était la statique des fluides. Rho, on a dit que c'était donc PM sur RT0, donc on tombe sur la dérivée ici, plus MRG sur RT0 fois P, ok, égale 0. Voilà, on a tout bêtement une équadif du premier ordre, linéaire à coefficient constant, vérifié par P. Bon, bah ça, vous connaissez par cœur la forme de la solution.
c'est P de Z égale une constante d'intégration exponentielle moins M R G sur R T0 Z. Voilà. Bon, évidemment, on peut dire en Z égale 0, on a la pression atmosphérique. Bon, voilà, qu'on soit au niveau de la mer ou pas, peu importe, on appelle P0 la pression à l'altitude Z égale 0. Donc ça nous donne évidemment la valeur de grand A. Et on a donc P de Z qui s'écrit P0 exponentielle moins MR G sur R T0 Z. Voilà, on tombe sur cette expression. Voilà. Ok. La question suivante me demande de définir une altitude caractéristique. Bon, alors ça, c'est quelque chose dont a priori vous avez l'habitude. Vous vous rappelez, dans le RC série, on tombe sur des termes type exponentielle moins t sur RC, et puis vous savez, on dit on peut écrire ça moins t sur tau, on fait ça par analyse dimensionnelle, hein, c'est-à-dire qu'ici on a dans l'argument d'exponentielle, on sait que c'est sans dimension, on a t ici, et donc on sait que forcément, le dénominateur, c'est homogène à un temps. Ok? Et on en déduit tau égale RC. Ok? Voilà. Bon, ça c'est un petit rappel. Vous avez l'habitude de faire ça, et on appelle tau le temps caractéristique. Par exemple, quand j'écris un qui comme ça veut dire caractéristique. Alors qu'est-ce que c'est un temps caractéristique ici? C'est quand je me donne une valeur numérique, par exemple 1 milliseconde, ça me donne l'ordre de grandeur de la durée du régime transitoire, charge ou décharge d'un condensateur dans un RC série soumis à un échelon de tension. D'accord? Voilà, ça nous donne un ordre de grandeur qui caractérise l'évolution de ce terme exponentiel. Bon, ici, on a aussi un terme exponentiel, c'est la même idée, sauf qu'au lieu de travailler avec des secondes, on travaille avec des mètres. Donc ici, clairement, ce terme exponentiel-là, on va le voir comme un exponentiel moins z sur h indice c. Voilà une altitude caractéristique avec, par identification, cette altitude caractéristique qui s'écrit donc RT0 sur MRG. Ok, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir repérer très facilement quand on a un terme exponentiel qui dépend d'une certaine variable, le temps, la position, n'importe quoi, un truc. Eh bien, le temps caractéristique, la position, la longueur, la distance caractéristique ou le truc caractéristique, c'est toujours en identifiant le terme exponentiel qu'on a trouvé à une écriture type voilà, t sur tau, z sur hc, où à chaque fois tau et par exemple tau ici ou hc là sont introduits voilà, par analyse dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on sait que l'exponentiel devant être adimensionné, forcément le dénominateur est de même dimension que le numérateur. Voilà. Et donc ici hc, qu'est-ce que ça symbolise? Ça nous donne un ordre de grandeur de l'altitude à partir de laquelle, de l'altitude qui va nous donner en gros l'épaisseur de l'atmosphère, d'accord, On voit que dans ce terme-là, c'est évident, la pression de l'air tend vers zéro quand Z augmente, tend vers l'infini en tout cas, augmente, et quand Z ici quand Z ici sera très grand devant HC, eh bien l'exponentielle sera quasiment nulle et on pourra dire qu'on n'a plus d'air, qu'on est sorti de l'atmosphère. Okay, donc voilà, au bout de quelques fois HC, on sait qu'on est sorti de l'atmosphère. Donc HC, ça nous donne un ordre de grandeur, voilà, l'épaisseur caractéristique de l'atmosphère. Alors faisons une petite application numérique. Bon là, comme souvent, vous allez voir, je vais vous inciter d'ailleurs à le faire par vous-même. On va faire une application numérique à la main sans calculette, en prenant des grandeurs approchées pour les différents paramètres. Donc ça, faut savoir faire ça en physique, c'est important. Pas toujours se saisir de la calculette pour faire, surtout quand on cherche des ordres de grandeur.
ici que je trouve, je sais pas, 12 ou 14, c'est pas ça qui va changer la donne, hein. Kilomètres, j'entends. Si je trouve 800 mètres au lieu de 18 kilomètres, bon, bah, là, ça fait une différence. Mais voilà, si on fait des calculs approchés, comme ça, on arrive souvent à des valeurs correctes. Donc R, vous savez, c'est 8,314 joules par Kelvin par mol. C'est une des constantes importantes de la physique, hein. On sait que derrière R, il y a la constante de Boltzmann qui est cachée, hein. En gros, si vous voulez, R, la constante des gaz parfaits, c'est la constante de Boltzmann à l'échelle macroscopique, hein, puisqu'on passe de R à Kb via le nombre d'Avogadro. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, la constante de Boltzmann l'année passée, je crois pas. Ah, si, peut-être le fameux 3,5 de KBT dans le gaz parfait pour donner l'interprétation cinétique de la température. Bon, c'est quelque chose que vous voyez très rapidement en première année, donc c'est pas forcément une constante de la physique qui vous est très familière. Bon, bref, c'est à peu près 8. T0, qu'est-ce qu'on prend? Ben voilà, je sais pas, on peut prendre, je sais pas, entre 0 et 30 degrés, hein. La surface du sol, on pourrait prendre plutôt 20 degrés. Bon, en Kelvin, voilà, si on prend 20 degrés, on est à 293 Kelvin. Prenons 300, d'accord? Si je prends 0 degrés Celsius, ça me donnerait 273. Bon, c'est pas ça fondamentalement qui va changer la valeur de HC. Évidemment, je prends toutes les valeurs numériques dans le système international, hein. La masse molaire, on a vu que c'était quasiment 30, mais attention, hein, c'est 30 grammes par mol, donc c'est 30 10 moins 3 kg par mol. Et j'ai 9,81, ou disons, allez, 10. Bon, alors ça va être facile, hein, puisqu'ici, j'ai le 30 qui s'en va comme ça, et donc, j'ai 10, j'ai 80 sur 10 moins 2, ça me fait 8000, et donc, ça me fait 8 km. Ok? Voilà. Donc, voilà, voilà la distance à partir de laquelle on peut considérer que la pression a significativement varié, c'est 8 km. Voilà, au bout de quelques fois 8 km, la pression de l'air est quasiment nulle. Ok? Donc voilà, hein, effectivement, je sais pas, on peut dire qu'à partir d'une trentaine de kilomètres, il n'y a quasiment plus d'air. Voilà. Bon, la dernière question qui demande d'établir le profil de masse volumique, ρZ, bon, je vais pas le faire. Rho, on a vu que c'était P fois la masse molaire sur RT, donc bon, vous avez juste la même expression que pour P, mais avec un M sur RT0 en facteur. Donc voilà, c'est pas spécifiquement intéressant. Un mot quand même rapide sur, euh, sur l'expression de la pression. Ici, vous l'avez vu l'année passée, vous voyez que dans l'exponentielle ici, on a un mgz au numérateur, d'accord, et un rt au dénominateur. Mgz, ça vous fait penser quand même un peu à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, par mol, hein, puisque grand M, c'est pas une masse, c'est une masse molaire, par mol. Donc c'est une sorte d'énergie potentielle de pesanteur molaire. Mais bon, on peut garder cette idée d'énergie potentielle de pesanteur. Et au dénominateur, vous savez que RT0, quelque part, si vous pensez à 3000 kBT, justement, pour l'énergie cinétique moyenne des particules d'un gaz monoatomique, ça c'est dans le modèle gaz parfait, vous avez vu ça l'année passée, vous voyez que RT0, je l'ai dit, hein, R c'est Kb mais à l'échelle macroscopique, puisque c'est juste Kb fois le nombre d'Avogadro. Finalement RT0, ça représente l'énergie d'agitation thermique. D'accord? Et donc, on voit que le profil d'atmosphère résulte du compromis entre deux tendances. La tendance de la pesanteur à ramener toutes les molécules d'air au sol, et la tendance de l'agitation thermique qui tend à uniformiser la concentration en molécules d'air uniforme dans tout l'univers, enfin avec toute la place disponible, donc on pourrait dire dans tout l'espace, quoi. D'accord? Bon, avec ce facteur-là, exponentielle de moins une énergie potentielle de pesanteur, une énergie potentielle molaire sur une énergie d'agitation thermique molaire, eh bien c'est ce qu'on appelle le facteur de Boltzmann. C'est un terme qu'on rencontre en physique statistique classique. Voilà, vous l'avez mentionné très rapidement l'année passée. Vous avez un terme comme ça, un peu, je crois, dans la loi d'Arrhenius, quand on souhaite écrire la dépendance des constantes cinétiques là, avec la température, si mon souvenir est bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais vous avez ici comme ça une énergie EA d'activation, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, exponentielle moins
EA sur RT, avec cette idée de choc efficace. Quand les molécules se rencontrent, il faut qu'elles se percutent suffisamment bien pour réagir. Bon, c'est très flou dans ma tête, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça a aussi un rapport avec le facteur Boltzmann. Bon, une petite ouverture culturelle en physique quantique. Justement, ce facteur n'est plus bon, c'est plus Boltzmann. Il y a deux possibilités selon qu'on a affaire à des particules de spin demi-entier, de spin entier. Les fermions, qui sont des particules de spin demi-entier, vérifient une statistique qui n'est pas celle de Boltzmann. Hein. C'est pas ce terme exponentiel, mais c'est une statistique dite de Fermi-Dirac. Vous rencontrerez ça quand vous étudierez les semi-conducteurs en école d'ingénieur. Et puis on a aussi la statistique de Bose-Einstein quand on a affaire à des bosons, c'est-à-dire des particules de spin entier. Et puis, on peut, après derrière tout ça, ça permet d'expliquer la supraconductivité, ça permet d'expliquer un peu des choses comme ça. Bon, voilà, tout ça pour dire que là, l'air de rien, dans l'atmosphère isotherme, on a un terme exponentiel qu'on trouve un peu bateau. Il faut voir que derrière, il y a tout un monde qui peut s'ouvrir, et c'est celui de la physique statistique. Voilà, ça clôt les vidéos qui accompagnent ce chapitre 0 de statique. La partie 7, on la fera en présentiel, puisqu'elle relève vraiment du cours de deuxième année. Et puis la poussée d'Archimède, je la ferai dans la foulée en présentiel.